Bonjour à tous, bonjour Renaud. Bonjour. Superflu débarque chez Série B pour fêter les 5 ans. Eh oui, contre toute attente, on est toujours là. Et bah super, du coup on va faire une petite rétrospective des tops polar, SF et fantasy de ces 5 dernières années. On va essayer d'aller assez vite pour pas que ce soit trop soporifique. Pour la SF en 2013, c'était le voleur quantique qui nous narre les pérégrinations tout à fait étonnantes d'une sorte d'Arsène Lupin du futur, alors d'un futur très lointain, technologie quantique, des nanomachines, des intelligences artificielles complètement folles, et donc un espèce de voleur complètement flamboyant au milieu de tout ça et qui magouille des coups impossibles, mais rendus possibles notamment par sa technologie complètement déjantée. Pour la fantasy, en 2013, j'avais choisi La Rune du Loup. Et La Rune du Loup, c'est autour des Vikings, et notamment beaucoup autour de la mythologie viking. Par contre, ça le traite de manière réaliste, à la fois la partie historique, on a vraiment cette vie autour du Danemark au XIe siècle de manière assez plausible, et aussi la mythologie scandinave, et notamment viking, de la façon dont les habitants de l'époque, eux, l'appréhendaient, la vivaient au quotidien. Ok. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus subtil, beaucoup plus pernicieux aussi que l'espèce de mythologie nordique à la Hollywood qu'on a beaucoup vu ces dernières années. Thor, Odin ont été repris un peu à toutes les sauces. Là c'est un petit peu les originaux qu'on va retrouver. Okay. Et c'est excellent en termes d'ambiance, en termes de personnages, c'est le top du top sur ce sujet-là. Alors, Les Lumineuses, c'est donc un polar de Lauren Bucks. Lauren Bucks, elle est sud-africaine, elle a écrit pas mal de choses en fantasy, en SF, et c'est toujours bien. Mais alors, avec celui-là, elle a encore passé un cap de qualité. Les Lumineuses, en fait, c'est autour d'un tueur en série qui, dans les années 30 à Chicago, va tomber sur une maison qui lui permet de ressortir de cette maison à d'autres époques, toujours au même endroit, mais à d'autres époques du XXe siècle, et qui va se mettre à assassiner des femmes, comme ça, à travers tout le XXe siècle à Chicago. Et ce qui va lui permettre de nous faire des petits portraits de femmes comme ça avant qu'elles ne trouvent la mort. Et d'avoir un petit peu aussi cette évolution de la condition des femmes sur presque un siècle. Qui est assez jolie, mais qui rend d'autant plus terrible en fait ces morts complètement gratuites et complètement absurdes. Parce qu'on n'a pas du tout un tueur en série à la Hannibal Lecter qui a un plan. C'est vraiment quelqu'un d'assez médiocre qui tue. Parce qu'il ne supporte pas en fait de voir ces femmes justement briller, d'où le lumineuse du titre. Il veut éteindre leur flamme en fait. Après c'est dur, hein. C'est un bouquin hyper noir. J'avoue que c'est assez difficile parce que malgré cette idée de voyage dans le temps, etc., c'est très réaliste. Ouais, carrément. Et c'est ce qui fait que c'est d'autant plus... Oui, c'est pas du tout un bouquin de SF. Hein. Non. Ça prend au triple, les scènes de meurtre sont... Ah non, c'est... Sans en faire des tonnes, c'est pas sanglant, c'est pas gore ou quoi, mais c'est tellement du coup... quotidien, que ça en devient encore plus glaçant. C'est un roman exceptionnel. Je recommande, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Lauren Bucks, je suis un grand fan, tu me l'as fait découvrir, j'ai tout aimé. Et celui-ci, c'est une pépite. Et vraiment, n'ayez pas peur du côté voyage dans le temps, parce que c'est plus un prétexte, c'est un polar pur et dur. Le premier, c'est pour la partie fantasy, c'est 3 oboles pour Charon. 3 oboles pour Charon, pour le pitcher de manière hyper simple, c'est Highlander, mais en bien. C'est-à-dire, c'est autour d'un immortel vrai, en plus. Qui est toujours ramené dans les pires période de l'histoire. On le découvre vraiment petit bout par petit bout, mais il y a une malédiction qui se cache derrière. Il y a un truc là aussi un peu plus mythique que ce qu'on pourrait croire de prime abord. Et puis voilà, ça va être l'occasion d'explorer des époques, d'explorer plein de choses par petites vignettes comme ça. Et puis... morceau par morceau, souvenir par souvenir qui reviennent, on commence à voir se détacher un fil rouge un peu plus prononcé. C'est vraiment bien fichu. Moi, ça m'a beaucoup plu. Je connais pas bien la fantasy et j'ai lu celui-ci avec un peu d'appréhension et c'est assez surprenant. On avance dans le temps. Oui, il a un côté très historique, en fait, presque plus que fantasy. Ouais, alors il y a le côté, le mec est immortel, il meurt, il revient dans une autre époque, il va remourir, mais c'est vraiment très bien, les scènes d'action sont... elles sont vraiment... Bah oui, parce qu'on le retrouve toujours dans des périodes où c'est des guerres, c'est toujours des périodes un peu compliquées, on va dire. Il ressuscite rarement dans des moments de paix et de félicité. Il y en a rarement en fait. Oui, en fait. Mais du coup, c'est une lecture assez atypique, je trouve. Il est assez inclassable celui-là. Et c'est vraiment très chouette, Pour la SF, c'est un que tu avais lu aussi, je crois, parce que c'était Drift de Thierry Girolamo, qui était de la SF très noire. Et ça commence par un post-apo, il est vraiment... c'est pas vraiment du post-apo parce qu'il n'y a
pas eu d'apocalypse, mais c'est un futur en tout cas qui est Ouais, un peu, ouais, qui il y fait a pas eu envie, hein, ça c'est d'Apocalypse, sûr. Mais Voilà. ça fait pas envie, non. Non, c'est un futur très sombre, très glauque, Ouais. très sale aussi. On sait pas pourquoi, Ouais. on n'a pas, on tombe dans une, Tout dans tombe une en époque, ruine un petit ouais, peu sous son on propre sait poids. pas pourquoi, et c'est bien glauque, Ouais. et puis ça bascule après Voilà. dans une exode. Du C'est un coup, roman qui est vraiment et c'est qui surprenant change aussi. son Hein. fusil d'épaule Ouais. presque au milieu Et complètement. c'est assez beau, en plus, il y a un côté, il y a une histoire d'amour Ouais. en fond qui est. Ah non, c'est un roman très surprenant. Bon, là, c'est de la SF pure. Hein. Alors là, on est en plein dans des thématiques de SF Mais, classiques, mais avec une noirceur, ouais, avec une poésie aussi, ouais, carrément. qui est pas si, Ah pas non, si courante. oui. Non, c'est un super bouquin aussi. Hein. Et le dernier est plus classique, c'était Crime et Jardin, qui était un roman de Pablo De Santis, un polar qui se passe en Argentine à la fin du 19e siècle et qui est vraiment un polar à l'ancienne. C'est vraiment un gros hommage à tous les grands détectives de la littérature populaire de fin 19e. Il y a beaucoup d'hommages aussi à des auteurs comme Borges et d'autres. Et donc voilà, ça c'est un charme assez désuet. Ça, je sais que c'est vraiment un truc que moi j'adore, qui est peut-être pas, je crois que ça t'a... J'ai pas adoré. Plus que ça. Après, c'est très agréable à lire, c'est très facile à lire. Il se dégage quand même une vraie ambiance, une vraie atmosphère de ce truc-là. Après, j'ai pas pris. Si tu veux, j'avais lu Lumineuse avant dans le top, et alors là, c'est la claque ultime. Là, c'est Crime et Jardin, mais c'est un bon moment. Là, j'avoue que c'est plus moi mon péché mignon, mais bon. Mais c'est très agréable à lire, j'arrête un très chouette bouquin. L'écopraxie de Peter Watts. Peter Watts qui est un auteur de SF canadien, un des auteurs de SF les plus intéressants à l'heure actuelle, qui est très pointu sur la partie science, justement. Ouais. Il a d'ailleurs un blog assez intéressant où il met à jour ses bouquins. Il dit, voilà, il y a 10 ans j'ai écrit ça, mais maintenant on a découvert tel truc. Et donc, du coup, mais c'est un scientifique à la base, il est biologiste, c'est ça. Il a un background très solide. Et il en tire des romans assez noirs, là aussi. Hyper original. Ouais. Moi, je trouve que c'est un avantage, ça peut être un écueil. C'est un auteur qui vraiment va pas vous prendre par la main. C'est pas facile à lire, quoi. C'est pas un truc qu'on lit dans le métro pour moi. C'est vraiment. Non, c'est pas quelque chose qu'il faut lire en même temps qu'on lit d'autres Après, choses. c'est pas compliqué, il n'y a pas besoin d'avoir un dico à côté ni rien. Et la ligne principale est assez limpide finalement. Mais c'est quand même référencé à plein de concepts scientifiques, donc il faut quand même plutôt être branché là-dessus. Même la narration demande au lecteur d'être attentif. Si vous dit un truc une fois, il va pas vous le répéter 10 chapitres après. Oui, il prend pas les gens pour des cons. Alors voilà, il y a des avantages et des inconvénients. Moi, je trouve que là, c'est bien fait, c'est-à-dire que c'est suffisant pour qu'on suive. Oui, parce qu'il y en a aussi où c'est très obscur et c'est trop. Non, là, je trouve que c'est pile ce qu'il faut, mais après, voilà, c'est de la SF un peu plus pointue. Si, il faut lire Peter Watts, c'est exigeant, mais c'est bien. Ensuite, on va parler de Christian Chavassieux, qui est un auteur de fantasy français. Les Nefs de Pangée, pourquoi c'est génial? D'une part, c'est super bien écrit, ce qui ne gâche rien. C'est original, on sort un peu de la fantasy à la Tolkien, avec des elfes et des nains et un monde médiéval. C'est quelqu'un aussi qui a quelque chose qui manque souvent en fantasy, il a un sens de l'ellipse. Qui est très maîtrisé et qui est vraiment salvateur dans le genre. Parce que c'est une histoire qui se déroule sur des années et des années avec beaucoup de personnages, c'est à l'échelle d'un continent. Le monde de Pangée, comme son nom l'indique, en fait, c'est un monde où il n'y a qu'un seul continent global et donc un océan immense tout autour. C'est une culture qui est très maritime. C'est un roman qui est très surprenant, qui nous amène toujours dans des endroits qu'on n'a pas vu venir, dont la culture, les paysages, c'est toujours quelque chose d'original, c'est très bien décrit, il y a un vocabulaire qui est très recherché, donc voilà. Et c'est un seul tome, ce qui est aussi un avantage en fantasy. Bon, je l'ai pas lu, mais... Donc ça fait partie des très bonnes surprises là aussi de la fantasy française. Ok. Et la dernière, c'est ma préférée. J'espère que ma compagne ne verra pas la vidéo, mais si je pouvais épouser Sarah Gran, je pense que je filerais aux États-Unis vivre avec Sarah Gran. C'est une ancienne libraire en plus, ce qui en fait quelqu'un de forcément délicieux. Et alors Sarah Gran, elle avait fait du polar assez classique, assez noir. Et puis elle avait commencé donc, alors j'ai plus La Ville des Morts, mais avec le précédent, donc celui La Ville des Brumes et le tome 2, une série autour de Claire David, qui est une jeune femme qui a grandi à New York dans les années 80, et qui était tombée sur un bouquin qui s'appelait Détection, qui était rempli d'aphorismes et de grands concepts mystico-philosophiques sur le grand art de la détection. Et du coup, depuis ado, elle a toujours voulu devenir détective, mais vraiment détective détective de roman, quoi, à la Sherlock Holmes, où on tombe sur des indices pas possibles, on se déguise, vraiment des aventures. Et sauf que cette jeune femme, elle vit aux États-Unis de nos jours, et donc elle enquête sur des crimes très normaux. Dans La Ville des Morts, elle va enquêter sur quelqu'un qui a disparu à la Nouvelle-Orléans suite à l'ouragan Katrina, donc pas quelque chose de très forcément très amusant ou très comme ça qui sort de l'ordinaire. Sauf que même si elle est assez excentrique et qu'elle est un peu comme ça, un peu désillusionnée par rapport à ce qu'elle se pense de son métier, mais malgré tout, elle est détective, elle en vit, et elle a des résultats.
parce qu'elle ne vit que pour ça, elle a quand même une vocation. Et du coup, ça va jouer sur cette espèce de dichotomie entre un personnage à la Sherlock Holmes, mais qui enquête sur des enquêtes à la Sam Spade, vraiment. Et ça marche hyper bien. Ok. Sarah Grant, en fait, pourquoi c'est génial? C'est en ce moment, on ne peut plus échapper au postmoderne, au méta, à toutes les sauces, sauf que c'est très souvent un gimmick et c'est très souvent hyper appuyé. Là, c'est quelqu'un qui utilise le postmoderne pour faire quelque chose qui avait jamais été fait avant, qui est original, mais qui a une vraie qualité en soi. C'est pas parce que ça fait référence à d'autres choses, c'est pas parce que... C'est quelqu'un qui a vraiment compris et assimilé tout ce que pouvait apporter cette figure dans le roman aujourd'hui. Ok, moi je te le prends. Moi. Alors, on va rapidement parler d'Annihilation de Jeff Vandermeer, que tu as lu aussi celui-là. Pourquoi rapidement? J'ai adoré. Parce qu'on me dit d'aller vite. Pardon. Bien malin celui qui sera classé Annihilation, qui nous dépeint l'exploration d'une zone qui défie toute loi de la physique, de la nature, et qui va complètement chambouler l'expédition qui va y être envoyée. Et chambouler aussi son lecteur, je sais pas ce que tu en as pensé, mais moi ça m'a retourné. Moi j'ai trouvé ça génial. Alors on en a vite fait parler, moi ça m'a fait penser un peu à Lost, à ce côté qui mélange les gens perdus dans un endroit, qui savent pas ce qui se passe, et éléments très réalistes. Je pense que lui, contrairement à Lost, il sait où il va. Non, on le sent, ouais. Je pense qu'il a vraiment quelque chose derrière et qu'il sait vraiment pourquoi il a posé tel élément. Tout tient la route et... Le premier tient quand même, ça fait une histoire. Hein, le premier dans l'absolu peut se lire tout seul, c'est vrai. Mais le deuxième, là, du coup, je l'ai lu, est très très bien aussi. Mais ça ressemble à rien d'autre en fait, Vandermeer. C'est ça qui est assez. C'est tout l'attrait du New World aussi. Et donc pour la fantasy, l'année dernière, ça avait été Source des tempêtes de Nathalie Do, encore une française. Et alors Source des tempêtes, c'est autour d'une prophétie, comme souvent en fantasy. Sauf que là, on va avoir un petit twist. Dans ce monde-là, en fait, il y a deux sortes de mages. Il y a les mages du chaos, les mages de l'ordre. C'est pas exactement bien et mal, c'est un peu plus complexe que ça. Mais en tout cas, au milieu de tout ça, on a les mages de l'équilibre aussi. Et les mages de l'ordre et du chaos vont s'entendre le temps d'exterminer les mages de l'équilibre. Et donc, il va y avoir une prophétie qui dit que le fils du dernier mage de l'équilibre sera celui qui ramènera justement une espèce de paix dans ce monde-là. Ça se rajoute à une autre prophétie qui est celle du livre de l'énigme, qui donne son titre à la trilogie, qui est une prophétie séculaire, là aussi. Il y a des prophéties partout. Ok. Sauf que le premier fils, en fait, du dernier mage de l'équilibre à avoir survécu, il va naître sans aucun pouvoir. Et donc, nous, on va suivre quelqu'un qui est dans un monde plein de magie, de prophéties, où tout le monde a une destinée bien en place, etc. Et lui, en fait, non, il est en dehors du cadre et il n'a pas de vie prédestinée, il n'a pas d'exploit qui l'attendent. Mais c'est traité avec humour ou... Alors non, c'est traité de manière assez, même des fois assez émouvante, parce que du coup c'est vraiment, on voit toute son enfance, notamment dans le début de celui-là, où c'est un gamin qui a un peu du mal évidemment à trouver sa place. Et ça va partir après voilà sur quelque chose, une quête qui dans l'idée pourrait être classique, mais la façon dont c'est raconté et la profondeur des personnages fait que c'est quand même, ça s'élève bien au-dessus de ce qui pourrait s'apparenter à du classicisme. Et le dernier, c'est The White de Richard Price. Alors Richard Price, c'est un auteur américain très très important. Il a inspiré notamment et beaucoup bossé sur la série The Wire. Avec The White, on est sur du polar peut-être un peu plus purement policier. D'ailleurs, il l'a fait paraître sous pseudo aux États-Unis parce qu'il estime que c'est un peu plus classique, un peu plus mainstream. Sauf que je sais pas ce que t'en penses, mais si tout le mainstream était comme ça, on pourrait vraiment être content. Prenant, quoi. C'est une enquête qui va mettre en scène un flic de l'équipe de nuit, mais aussi tous ses anciens partenaires qui... Certains sont encore flics, d'autres ne le sont plus, mais qui vont être mêlés à une enquête puisque leurs ennemis jurés un petit peu de l'époque où ils étaient flics commencent à disparaître les uns après les autres. Et donc le personnage principal va se poser pas mal de questions et se demander si c'est pas justement ses anciens collègues qui éliminent un petit peu... leurs ennemis et qui se font justice eux-mêmes. Là aussi, c'est l'intrigue, les personnages sont pas forcément ultra originaux, mais c'est tellement bien fait, tellement bien dialogué que ça s'élève complètement au-dessus de tout ce qu'on peut lire, de la grande majorité en tout cas de ce qu'on peut lire. Moi je trouve ça génial aussi, je suis à fond là. Juste pour préciser que jusqu'ici c'était les prix série B, mais je les décernais de manière tout à fait unilatérale et antidémocratique. Depuis cette année, en fait, je fais voter les lecteurs, tous ceux qui participent au parcours lecture. Donc il y a une présélection parmi les nouveautés. Mais ensuite, c'est les lecteurs qui ont le dernier mot. Et donc, ce que je vais vous présenter pour les prix 2017, c'est donc les prix des lecteurs, les premiers prix des lecteurs de série B. En SF, alors la lutte a été assez serrée avec Le Problème à trois corps,
qui était de la SF chinoise assez intéressante, mais c'est finalement Luna qui a gagné. Donc du coup, je vais rester assez rapide. Luna, c'est la colonisation de la Lune. Une Lune qui est colonisée, mais qui est encore loin d'être civilisée. Donc ça va être des grandes familles qui s'affrontent pour la possession de la Lune. Le Bondrée, donc le suivant, c'est le prix des lecteurs Polar. Ça, c'est une enquête qui se passe au Canada, autour d'un petit lac perdu dans la forêt. Deux jeunes filles qui sont assassinées dans les années 60, et puis une enquête. Là, c'est vraiment un roman qui a le côté vraiment énigme, petite communauté avec un meurtre, mais c'est surtout une ambiance complètement extraordinaire. Sachant qu'André Michaud est canadienne francophone, donc elle écrit en français, c'est pas une traduction. Ça, c'est une traduction puisque l'auteur est russe, avec l'alchimie de la pierre, qui nous est présenté comme du steampunk, mais c'est pas vraiment l'ambiance 19e, mais par contre c'est un peu fantasy, un peu SF, il y a peut-être ce côté-là, et on suit une automate, effectivement. Ah ouais. En fait, une automate qui vit dans une ville très ancienne, qui est partagée entre les mécanistes et les alchimistes. Et elle, du coup, est une personne artificielle qui a été créée par un mécaniste, mais elle, son rêve, c'est de devenir alchimiste. D'accord. Et donc, elle va partir un petit peu en quête aussi de son indépendance vis-à-vis de son créateur. Donc, il y a toute une thématique sur la place de la femme, sur l'indépendance, etc., qui est très subtile, qui est très bien traitée. Et dans un décor, là aussi, encore une fois, complètement original. Eh ben super. Merci beaucoup Renaud. Merci à vous pour votre écoute. Ça vous donne un peu de lecture et joyeux anniversaire à Série B. Et pour de longues années encore, Eh ben, on espère. Tout Allez, bon. ciao ciao. Au revoir. Ça te plaît ça, hein? Ça me plaît énormément. Ciao ciao.